Donc c'est un talk que j'ai présenté à Lille il y a quelques temps. Du coup, il est peut-être un peu plus adapté pour une présentation sur scène, sur grand écran, devant une audience, pardon. Mais je vais essayer de faire ça bien. Du coup, si vous êtes tous présents, c'est que vous vous intéressez un minimum à Flutter. Donc ce qui est cool, c'est que c'est une nouvelle technologie qui a l'air hyper prometteuse, mais c'est jamais facile de passer le pas sur une nouvelle technologie. L'avantage avec Flutter, c'est qu'il y a une feature qui permet d'intégrer un module Flutter dans votre application native. Ça permet de faire une transition un peu plus simple. Si jamais vous avez déjà votre application en production, ça permet de pas devoir recruter des gens qui maîtrisent cette nouvelle technologie, de pas tout jeter à la poubelle et de recommencer une nouvelle application. Là, ça permet de faire une transition un peu plus en douceur. Donc je vais vous présenter un peu comment ça s'est passé pour nous. Alors, je voulais revenir très rapidement sur ce qu'est Flutter. Donc très rapidement, c'est pas vraiment le sujet de ce talk. Donc Flutter, donc c'est la technologie portée par Google qui a connu une release officielle en décembre 2018. Donc c'est une technologie open source, même si ça a été commencé par Google et que c'est encore supporté par Google, mais c'est open source. Vous pouvez retrouver tout le code source sur GitHub. C'est basé sur le langage Dart. Au niveau des promesses, donc il y a une promesse de multiplateforme. Leur argument, enfin leur nouvelle catchphrase, si on peut dire, c'est A Portable UI Framework for an Ambient Computing World, donc vraiment disponible sur tous les fronts imaginables, plus encore qu'une technologie hybride qui serait disponible sur Android et iOS, c'est vraiment sur tous les fronts possibles. Ça promet une super expérience développeur avec le hot reload et la déclaration de l'UI de manière déclarative. Et ça promet des performances qui se rapprochent encore plus du natif. Donc pour remettre un peu dans le contexte, à Decathlon, son Cubin Store qui lui permet de réaliser tous les gestes en magasin, finalement. Donc on va retrouver tout ce qui est gestion du rayon, donc voir le stock, pouvoir réimprimer tous les affichages disponibles en rayon. On retrouve tout le listing magasin, enfin tout le listing des produits plutôt, comment dire, on retrouve aussi toute la gestion du client quand un client vient en magasin, donc on peut passer des commandes pour lui, on peut retrouver son compte client, etc. Donc c'est une grosse application, il y a beaucoup de choses, c'est une application qui a 3-4 ans maintenant, donc qui continue d'évoluer, et qui a subi un gros processus de modularisation. Donc ce qui est cool avec la modularisation, en tout cas ce qu'on a pu faire sur Cubin Store. Par exemple, si on a plusieurs modules, donc là j'en ai mis juste quelques-uns, donc on a le module parent, le module avec le catalogue produit, le module avec les performances économiques et le module avec le compte client, par exemple. Ce qui est cool avec la modularisation, enfin, un des points intéressants de la modularisation, c'est qu'on peut faire des transitions plus souples niveau techno. Par exemple, quand à la base c'était une application Java, on a migré en Kotlin, et on a pu le faire module par module. Du coup, chaque module a été migré sur Kotlin au fur et à mesure, alors que sur le module parent, on retrouve encore un peu de Java. Mais c'est toujours en cours de migration. Donc on peut jouer comme ça avec les technos au sein de l'application. En tout cas, je parle forcément de l'application Android. Sur le catalogue, on va retrouver une architecture plutôt en MVP, alors que sur les Perfeco, on a testé de mettre du MVVM, voir si ça correspondait bien, si ça correspondait un peu mieux à nos besoins, si on était plus à l'aise avec, etc. Du coup,
du coup, quand le métier est venu nous voir avec un nouveau besoin, donc ce besoin, c'est l'encaissement, donc ce qui est toute la gestion des flux monétaires en magasin. On s'est posé la question de quelle techno et quelle architecture on allait mettre en place. Et du coup, on a eu l'idée aussi de pourquoi pas le faire en Flutter. Du coup, ce besoin-là, il est arrivé il y a 1 an maintenant. On a commencé il y a 1 an, pas même plus d'1 an, c'était en janvier de l'année dernière. Donc la release de Flutter était tout juste sortie. Et du coup, c'est pour ça qu'on a eu cette idée-là. Du coup, on est passé par une première phase de documentation. On a fait une petite veille, il y avait une petite veille technique préalable, c'est comme ça qu'on a eu l'idée aussi. C'est que l'avantage à Decathlon, en tout cas sur notre projet, c'est qu'on a des Slack Week très régulièrement. Enfin, tous les 2 mois, on a une semaine où on peut se consacrer à un sujet en Slack Week et le pousser à fond. Donc là, le Flutter, en tout cas, c'était un des sujets de Slack Week juste avant. Et du coup, on a pu tester de l'intégrer dans notre application, juste de jouer avec, voir que les performances, ça répondait bien, etc. Donc juste valider que au moins on pouvait, c'était pas forcément un choix qui allait marcher, mais au moins qui irait jusqu'au bout plutôt. Et au moins on avait un POC avec vérifier que c'était valable. Ensuite, on a une phase de documentation. Alors, vous connaissez sans doute le site de documentation de Flutter, donc qui est très complet, sans rentrer dans le détail. La documentation sur Flutter en tant que module dans une application native. L'avantage, c'est que là, récemment, avec la dernière release, Flutter, le fait de l'intégrer dans une application native, c'est devenu un support officiel. Du coup, vous retrouvez la documentation qui est complète, qui est à jour, etc. Il y a 1 an de ça, c'était pas du tout le cas. Donc c'était dans un wiki un peu caché sur leur GitHub. C'était pas mis à jour, c'était pas maintenu par rapport aux dernières modifications. Donc trouver des informations là-dessus, c'était un peu compliqué, mais je me suis dit pourquoi pas. Du coup, avec cette documentation, on a pu voir plusieurs challenges qu'on allait rencontrer. D'abord, forcément, c'est une nouvelle architecture. Quand on a une application qui existe déjà, toute l'application est prévue pour recevoir du code rapidement, pour pouvoir mettre en prod rapidement et pouvoir le maintenir bien comme il faut. Et du coup, de choisir une nouvelle techno complète comme ça, on savait qu'il y avait des choses qu'on ne pourrait pas réutiliser. Typiquement, on a des modules qui va gérer l'impression, ce genre de truc, donc ça, on savait que ça allait être compliqué de le réutiliser. Toute la gestion des web services, qui est déjà préfaite avec les intercepteurs, etc., ça, on allait devoir le refaire, etc. Pareil, même si on a l'habitude d'utiliser une architecture en MVC, en MVP ou en MVVM, là, on sait qu'en Flutter, ça ne sera pas forcément la même chose. Donc là, ça va parce que c'est quand même une nouvelle architecture à prendre, mais à l'époque, un peu moins maintenant, mais déjà à l'époque, l'architecture qui était la plus mise en avant, c'était l'architecture bloc. Donc ça, on retrouvait déjà pas mal de documentation là-dessus, donc on s'est pas fait de soucis là-dessus. Ensuite vient le partage des données. Typiquement, quand l'utilisateur s'enregistre dans l'application, se login sur l'application, donc on a un token OAuth2 qui permet de s'authentifier partout dans l'application et sur les API Decathlon. Et ça, c'est géré par application native. Le login, il est fait par application native, mais derrière, on veut pouvoir le réutiliser au sein de l'application, du module Flutter à l'intérieur. Du coup, c'est une gestion, c'est une donnée qu'on voulait partager entre le natif et le module Flutter. Pareil pour les API keys, on voulait vraiment
garder cette gestion-là au sein de l'application native et pas la gérer plutôt une nouvelle fois dans l'application Flutter. Donc ça, on va en parler après, mais dans la documentation, on voit déjà comment le faire. Et je vais expliciter un peu après. Ensuite, il y avait autre challenge, forcément l'interface graphique. On sait que les interfaces graphiques entre Android et iOS, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a beaucoup d'éléments qui diffèrent. Là, je vais par exemple le choix d'une date, un date picker. En plus de ça, nous, au sein de Decathlon, on a une charte graphique qu'on doit respecter. Mais ça, on a vu assez rapidement, plutôt, qu'il y avait des outils qui permettaient de gérer les différences d'UI assez simplement, et même sans faire d'outils, juste d'afficher, suivant la plateforme où on se trouve, une UI différente. Donc, au vu des challenges, on s'est dit, pourquoi pas, allons-y. Du coup, on est passé à l'intégration. Alors, l'intégration, sur Android, on a le choix, soit on intègre directement le code source, ou on intègre une archive en Android Archive, donc une AR, comme une librairie classique. Du coup, pour le source code, vous avez 4 lignes à rajouter dans votre settings.gradle à partir du moment où vous avez votre module Flutter, enfin votre application Flutter même, à côté de votre application Android. Et vous avez une ligne à rajouter dans votre build.gradle. Donc sans rentrer dans le détail. Et vous avez intégré votre source code dans l'application Android. Pour une Android Archive, une fois que vous avez juste une ligne de commande à taper pour générer votre archive, vous déclarez où est-ce que vous l'avez mis dans votre build.gradle, vous déclarez votre librairie comme une librairie classique, et vous avez intégré Flutter dans votre application Android. Donc encore une fois, assez simple. Ensuite, pour l'afficher, vous avez le choix. Vous avez le choix entre une Flutter Activity, un Flutter Fragment ou une Flutter View. Du coup, donc là, c'est vous qui faites le choix d'intégrer l'un ou l'autre. De la même manière que vous allez intégrer une activité d'Android, ou plutôt faire le choix d'une activité ou d'un fragment ou d'une vue. Même si la vue, c'est un peu déconseillé, c'est moins stable. Du coup, pour l'activité, c'est une ligne pour créer votre activité. Le fragment, c'est 3 lignes. La vue, c'est un peu plus long, mais voilà, ça reste concis. Et vous avez intégré et vous affichez votre vue Flutter dans votre application Android. Donc là, plutôt simple. Sur iOS, là encore, vous avez le choix. Soit vous intégrez le source code directement avec CocoaPod, soit vous générez un framework et vous intégrez le framework de manière classique. Donc dans CocoaPod, c'est de la même manière, c'est 2 lignes à rajouter. Le framework, une fois que vous avez généré votre framework, c'est à rajouter de manière très classique. Donc encore une fois, c'est simple. Et pour l'afficher, cette fois, vous n'avez pas le choix, mais vous allez devoir intégrer le Flutter Engine et un Flutter View Controller. Donc le Flutter Engine, ça se déclare dans l'app Delegate. C'est 4 lignes à rajouter. Le View Controller, vous avez juste à faire déclarer votre View Controller de Flutter View Controller. Vous liez les deux ensemble et votre vue Flutter s'affiche directement dans votre application. Donc encore une fois, facile. Donc, je ne rentre pas dans le détail de manière... je fais exprès de ne pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas forcément très intéressant. La doc est complète de toute façon. Et voilà. Du coup, une fois qu'on l'a intégré, donc j'en parlais juste avant, on veut partager les données entre votre application native et votre module Flutter. Alors pour ça, il y a les méthodes channels. Alors les méthodes channels, qu'est-ce que c'est? C'est un pont d'appel de fonctions entre les deux bases de code. Du coup, pour le partage de données, c'est facile. Sans rentrer dans le détail de votre architecture, vous avez
vous avez votre couche data source, votre couche métier, votre code vue, pareil côté Flutter. Du coup, quand vous avez besoin d'une donnée dans votre module Flutter qui appartient au data source de l'app native, vous allez pouvoir remonter depuis la vue Flutter vers la couche métier, la couche data source, passer grâce à la méthode channel dans l'app native côté vue, remonter de la même manière côté la couche métier et la couche data source, et redescendre par le même biais la donnée dont vous avez besoin dans votre vue. Donc ça, c'est assez simple à mettre en place, et ça respecte bien les architectures des deux côtés. Donc plutôt simple. Là où ça peut poser problème, c'est quand on veut faire interagir du code. Par exemple, si vous avez dans votre vue Android ou votre vue iOS, peu importe, un bouton en natif qui veut afficher une vue en Flutter ou l'inversement, là ça respecte pas l'architecture. Vous allez devoir créer un objet un peu séparé, un manager ou quelque chose comme ça, qui va intercepter une action dans une des vues et la répertorier dans l'autre vue et s'y abonner d'une manière s'y abonner, quoi. Et du coup, ça respecte pas l'architecture et c'est un peu plus complexe à mettre en place. Et on a en tout cas le sentiment de ne pas respecter les architectures et de casser un peu ce pourquoi Flutter était prévu ou l'app native était prévue. C'est un peu complexe, mais pour ça j'ai deux exemples. Alors ça marche peut-être mieux avec une audience et sur grand écran. En tout cas, j'ai un petit jeu de cette famille. Donc à gauche la version Android, à droite la version iOS de la même vue. Donc une vue assez simple, une liste avec des filtres en haut. Voilà, une simple liste sans entrer dans le détail. Est-ce que je vais regarder dans le chat si quelqu'un voit des différences qui pourraient poser problème par rapport à ce que je viens de dire. Juste si quelqu'un a des idées très rapidement, mais je ne vais pas faire durer. Bon, sinon je vais enchaîner tout de suite, sinon ça va faire des blancs un peu bizarres. Du coup, donc, ouais, voilà, la bottom bar, exactement. Du coup, sur iOS, donc comme je dis, c'est un module qui est séparé par rapport au reste. Ce que j'ai pas dit par contre, c'est que c'était un module qui est bien séparé du reste de l'application. Donc l'encaissement, où on gère les flux, monétaires, on va pas le faire avec le client à côté, ou on va pas le faire dans le rayon. Ça se fait côté caisse ou ça se fait côté coffre magasin. Coffre-fort du coup. Du coup, c'est bien séparé, donc c'est dans le menu. Une fois qu'on y rentre dans ce parcours-là, on n'y sort plus. Du coup, l'application elle a un menu, un burger menu, comme on appelle ça, où on retrouve tous les parcours différents. Et donc on va retrouver ça. Et du coup, pour aller dans d'autres parcours, forcément, ce menu-là, il est en natif. Du coup, sur Android, il se retrouve en haut. Sur iOS, il se retrouve sur la bottom bar. Du coup, comme je viens de dire, cette partie-là, forcément, elle est en natif, alors que tout le reste est en Flutter. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas d'énormes différences niveau UI. On ne voit pas, ou en tout cas, moi je le vois pas. Peut-être que vous le voyez, mais on ne voit pas la différence entre le natif et le Flutter. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Ensuite, là, ça va poser différents problèmes. Typiquement, le titre de la vue, qui est en natif sur Android et en Flutter sur iOS. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez changer de vue que je vais changer de vue dans mon parcours, là où sur iOS, le titre il est mis à jour directement dans mon scaffold, on n'a pas besoin de le gérer. Sur Android, je vais devoir demander, avec le méthode channels, demander manuellement à la vue Android de mettre à jour le titre à chaque fois que je vais changer de vue. Pire que ça, il y a ce bouton-là,
de filtres. Donc ça ouvre une sous-vue, grosso modo, une vue en Flutter pour sélectionner différents filtres. Et du coup, ce bouton-là, c'est un bouton qui est dans la vue Flutter, qui est dans la vue plutôt native sur Android, qui va devoir déclencher une vue dans mon application Flutter. Donc là, c'est encore un peu plus complexe. On a l'impression de casser un peu le code en s'abonnant à des événements, etc. Donc c'est un peu plus chiant. Pareil, on l'a vu, en tout cas a été mentionné dans les commentaires, le bouton retour, qui cette fois sur Android est porté par le système. Donc on va devoir attraper côté application Android pour reporter l'événement côté Flutter et forcer la navigation à changer. Alors que côté iOS, c'est natif Flutter, si on peut dire. C'est directement Flutter, on n'a rien à gérer. La navigation se fait automatiquement. Du coup, voilà, il y a quelques petites choses à voir. Quand il y a des interactions entre le natif et le Flutter, faut les limiter, grosso modo. On retrouve toujours des moyens de faire autrement et des moyens de contournement pour faire que ça fonctionne. Mais c'est pas optimal, quoi. Autre difficulté qu'on a rencontrée, c'est des différences entre le Flutter. Oui, ce sont deux applications natives, oui, tout à fait. Du coup, ouais, on retrouve des différences entre le module et le standalone. Du coup, il y a... je vais montrer un exemple en vidéo, plutôt, c'est assez simple. Alors j'espère que ça va marcher. Pause. Du coup, là, je vais vous mettre les deux vidéos. Donc, à gauche iOS et à droite Android. Je change un petit peu. Du coup, là, j'ai un formulaire où je dois remplir, où je viens compter en fait l'argent que j'ai dans mon coffre magasin, dans mon coffre-fort. Et du coup, j'ai un formulaire dynamique où j'ai avec des champs, des textes fields, pardon, des textes edit. Vous allez voir que un bug qu'on a découvert, qu'on ne retrouve pas du tout en standalone, en tout cas en application Flutter complète, qu'on retrouve seulement quand on intègre un module dans une application native. Du coup, là, quand je vais cliquer sur mon champ, sur iOS, le clavier remonte et ma vue remonte automatiquement. Donc quand je tape, j'ai bien... ma vue redescend quand j'ai fini de taper dedans. Donc là, tout va bien. Par contre, sur Android, quand je vais rentrer dans mon champ, vous voyez que la vue ne remonte pas du tout. Donc c'est complètement... je suis derrière le clavier et on a beau s'abonner à tous les événements de clavier qui bougent ou d'écran qui se restreint, etc. Il n'y a rien qui se déclenche. Et du coup, on est complètement bloqué. Donc c'est quelque chose qu'on a remonté auprès de l'équipe Flutter, qui est en cours de correction, mais un bug qu'on retrouve pas en standalone. Donc voilà, petite difficulté. Ensuite, vient l'intégration processus. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette application, il y a entre 4 et 6 développeurs sur Android et 4 et 6 développeurs sur iOS. Il y a une équipe de QA qui fait les tests au fur et à mesure en même temps. Donc, c'est quand même une taille moyenne, quoi, grosso modo. Et du coup, au début, j'étais un peu tout seul pour faire mon POC. Donc j'avais intégré ça avec les sources directement. Et comme j'embêtais personne, ça gênait personne. Je pouvais gérer mes sources directement. Par contre, dès qu'on commence à vouloir partager, par exemple, un QA ou partager le reste de l'équipe, c'est pas du tout maintenable. J'en ai essayé de faire avec un sous-module Git, mais gérer les versions, etc., c'est un peu compliqué. Du coup, on a assez vite évolué vers autre chose. Sur Android, j'ai commencé par générer
l'AR en local. Mais de la même manière, gérer les versions en s'échangeant un AR comme ça, un peu à la main, c'est vite fatigant. Donc on est passé sur la génération de l'AR en intégration continue, sur une plateforme d'intégration continue. Donc nous on utilise Bitrise par exemple, mais il y en a d'autres, je vais en parler aussi après. Donc on génère l'AR directement, on la dépose sur un repo Maven distant et on intègre la librairie comme une librairie classique, juste que c'est sur un repo privé au sein de Decathlon. Et du coup, chacun, ça se gère comme une librairie classique finalement. Sur iOS, un peu la même chose. On génère le framework. J'ai commencé par générer le framework en local et à l'échanger à la main. Très vite redondant. Donc de la même manière, on génère le framework en intégration continue. Et depuis récemment, depuis décembre je crois, donc c'est pas tout à fait arrivé au bout de cette piste-là, mais on peut aussi déposer les frameworks sur un repo Nexus et intégrer avec CocoaPod sur un repo privé. Donc ça on n'est pas arrivé encore au bout de ce truc-là, mais c'est la cible. Du coup, si vous voulez mettre ça en place dans votre équipe, passez directement à la dernière étape parce que sinon vous allez vite vous fatiguer avec les sources et ou les librairies à gérer. Passez tout de suite à la dernière étape, ça demande un peu de temps. Il y a tout n'est pas disponible encore. Typiquement la génération de librairies Flutter, même sur Bitrise, c'est pas disponible, donc on a dû faire nous une étape spéciale qu'on va probablement mettre public plus tard, dès que le confinement est terminé, pour que vous puissiez pour que la communauté puisse générer des librairies Flutter sur Bitrise. Comme je viens de dire, la communauté, donc il y a forcément la communauté qui grandit de plus en plus. Donc on est beaucoup, on est pas mal sur cette présentation-là. Du coup, je parlais très rapidement, mais l'adoption grandissante, forcément, on peut citer les deux plus gros avec Alibaba et Google qui utilisent Flutter. De plus en plus d'articles de conférences de librairie. Donc il y a plein de choses qui se passent autour de Flutter, il y a plein de choses qui se mettent en place. Donc même si, par exemple, sur Bitrise, là c'était pas disponible, la communauté va faire que ce mode de fonctionnement d'intégrer un module dans une application native va pouvoir se mettre en place. Donc on retrouve plein d'usages différents. Donc si vous voulez tester ça mais faire autre chose, potentiellement il y a plein de trucs. Donc on peut parler de Flutter, d'Android, d'intégrer dans Android, d'intégrer dans iOS, faire les applications desktop, faire du web, les wearables, faire sur du Raspberry, faire du Nest, tous les fronts possibles, même des trucs un peu plus bizarres avec du .NET ou du TypeScript. On peut faire plein de choses avec Flutter. Et la communauté essaye plein d'usages différents. Où je veux revenir, c'est qu'on fait plein d'usages différents de Flutter, et c'est ça qui fait grandir un Flutter finalement. Et en plus de ça, il y a l'équipe Google qui est dédiée, qui met un peu d'ordre aussi dans tout ça. Donc ça grandit et tous ces usages-là, ils ont des chances d'être portés en production, même si c'est un peu des choses un peu bizarres, si on peut dire. Forcément, qui dit communauté grandissante, dit aussi de grosses attentes sur l'écosystème. J'en ai parlé d'intégration continue, de développement continu. Forcément, on peut citer Fastlane, qui a été racheté par Google, et CodeMagic, qui a été sponsorisé par Google, donc qui supporte nativement Flutter. Au niveau des autres plateformes, sur Bitrise, Bitrise supporte nativement Flutter, mais uniquement pour faire des applications standalone. Pour faire du module, nous on a dû faire notre propre étape pour générer le framework, pour générer en tout cas les artefacts
et les exporter. Sur les autres plateformes aussi, on retrouve plein de choses portées par la communauté. J'en ai mis 2 exemples, mais il y en a plein d'autres. Pour l'internalisation, alors nous, notre application elle est disponible dans 200 pays, donc dans tous les pays où Decathlon est présent finalement. Du coup, pour l'internalisation, on utilise Phrasap. Alors, il faut savoir que le format utilisé par Flutter, il n'est pas géré par Phrasap. Du coup, que le format, en tout cas le format préféré utilisé par Flutter, pardon, c'est les ARB. C'est un format ARB, c'est un format JSON un peu amélioré, un peu plus fourni. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un script. On avait déjà un script qui permettait d'envoyer nos nouvelles clés à Phrasap et de récupérer les traductions. Là, on a rajouté une étape dans notre script qui permet de convertir notre ARB en JSON, qui est géré par Phrasap, et même chose dans l'autre sens pour récupérer les traductions. Ensuite, donc comme je viens de dire, c'est la communauté qui, même si l'écosystème parfois ne gère pas comme on veut les usages qu'on veut faire de Flutter, la communauté elle met en place plein de choses pour le gérer. Donc ça c'est plutôt cool. Donc finalement, qu'est-ce qu'on y a gagné à utiliser Flutter dans notre application native? Déjà, forcément, la promesse de base d'utiliser une technologie hybride, c'est d'avoir un seul code pour les 2 plateformes, Android et iOS. Donc forcément, le temps de dev est diminué. Et la gestion de projet aussi est simplifiée. Ça, c'est un retour qu'on a eu beaucoup de la part des chefs de projet, PO, etc. C'est qu'au lieu de devoir suivre, quand on veut développer une feature, au lieu de devoir suivre à la fois l'équipe iOS et à la fois l'équipe Android, ces nouvelles features, on va suivre que les développeurs Flutter pour savoir comment elles avancent. Donc ça, c'est un gros gain aussi pour eux, pas seulement pour les devs. L'expérience de développement. Alors, ce qui est cool quand on fait un module Flutter, c'est qu'on peut aussi le lancer comme si c'était une application standalone. Du coup, on dispose aussi du Triload pour notre développement. Et on retrouve la déclaration des vues. Donc, si vous voulez aussi, si vous n'avez pas encore commencé à développer avec Flutter, par exemple, si vous êtes un développeur iOS ou Android, que vous voulez tester SwiftUI ou Compose, vous pouvez tester Flutter, ça ressemble grandement. Et puis, même si il y a un petit temps d'adaptation, mais on s'y fait grandement et on devient tout autant, on devient très rapide aussi à développer les vues avec un peu d'entraînement. Et c'est hyper confortable pour développer. Et on a gagné aussi la compétence Flutter, aussi bien individuelle pour chacun des développeurs, mais aussi collective pour Decathlon. Maintenant, quand Decathlon veut commencer un nouveau projet, on peut proposer Flutter comme technologie, ce qui n'était pas forcément le cas avant, vu que c'était du coup une technologie qui n'était pas connue au sein de Decathlon. On ne pouvait pas forcément la proposer, quoi. En tout cas, ça faisait peur. Là, ça fait moins peur. On a gagné aussi de la réflexion sur notre modularisation. Donc c'est un nouveau bienfait de la modularisation, c'est qu'on peut tester une nouvelle techno, même au-delà des architectures qu'on a vues au début, on peut tester même Flutter maintenant. Donc ça nous pousse encore plus à réfléchir à la modularisation, à voir si d'autres parcours seraient adaptables sur Flutter. Et potentiellement migrer des parcours qui existent déjà vers Flutter, pourquoi pas. L'externalisation aussi, donc pour mettre aussi dans le contexte, c'est une application, donc, comme j'ai dit, qui est disponible dans 200 pays. Il y a des modules qui sont propres à certains pays. Typiquement la gestion des comptes utilisateurs, du compte fidélité,
c'est pas la même chose dans tous les pays. Et du coup, là, c'est à la charge du pays de développer son module pour la relation client. Du coup, bah, c'est aussi, on peut aussi proposer, plutôt que de le faire 2 fois en natif, bah, de le faire aussi en Flutter à ces équipes-là. Et on a gagné aussi le fait de pouvoir l'utiliser en standalone, parce que, comme je viens de le dire, pour l'expérience de dev, bah, l'application qu'on a fait à destination d'un module, elle marche tout aussi bien en standalone. Il y a juste 2-3 adaptations à faire, mais ça marche tout aussi bien. Et dans notre cas, ça nous a grandement servi parce que le métier, 2-3 mois après avoir commencé les développements, il est venu nous voir en nous disant, bah, en fait, ces écrans-là, il y a certaines personnes qui ne sont pas en magasin qui aimeraient bien y avoir accès aussi, sans rien changer sur les écrans, mais plutôt qui ne sont pas de téléphone, donc ce serait plutôt sur ordinateur. Et du coup, là, ça permet de leur proposer, bah, oui, carrément, c'est possible. Alors, pour le moment, c'est un peu compliqué, mais pour le web, on va pouvoir totalement adapter les écrans pour le web et proposer, avec un seul code, finalement, trois plateformes, Android, iOS et le web. Donc ça, gros plus aussi là-dessus. Voilà, j'ai peut-être été un peu vite, je vous propose un petit récap très rapidement, avec un petit SWOT, avec les forces, faiblesses, opportunités et menaces. Donc les forces, donc comme je viens de le dire, une seule base de code pour les 2 plateformes, des performances qui sont au rendez-vous. Il y a un tout petit délai au lancement du module que l'équipe Google essaye de réduire au maximum. Maintenant, auparavant, on lançait le module Flutter en même temps qu'on cliquait sur le bouton pour afficher la vue. Maintenant, on peut précharger le moteur Flutter et pouvoir afficher directement. Donc ce petit temps-là, il y avait une seconde ou une demi-seconde de délai pour afficher une vue, la première vue en tout cas. Maintenant, ça disparaît. Donc les performances sont au rendez-vous. Le time to market, alors petit bémol là-dessus, c'est que là, faut quand même, si vous vous lancez tout de suite sur une feature qui est en Flutter, bah, faut quand même apprendre Flutter, ou en tout cas mettre en place le module au sein de l'application. Donc le time to market pour la première feature, il est peut-être un peu long, mais ensuite c'est beaucoup plus rapide à développer. Et l'expérience de dev, comme j'ai dit, avec le hot reload et la déclaration des vues qui est super confortable. Au niveau des faiblesses, bon, maintenant, je n'ai pas retouché le slide, mais à l'époque, au moment où j'ai fait la présentation à Lille, c'est le fait d'intégrer un module Flutter dans une application native. C'était encore en preview, c'était pas encore une release, maintenant c'est en release. Et c'est une techno qui est encore un peu jeune, on peut dire, donc on a vu des bugs qui sont encore présents. Voilà. Et il faut faire très attention à votre parcours aussi. Dès que vous avez des interactions avec le natif, ça peut poser problème, on l'a vu. Donc moins vous avez d'interactions, mieux c'est. Voilà, chaque interaction, il faut vraiment prendre en compte que chaque interaction, ça peut poser problème, donc il faut réfléchir à tous vos écrans en amont, savoir où est-ce que je vais devoir interagir entre le natif et ma vue Flutter. Deux opportunités, donc on parlait, Flutter pour le web, la communauté qui grandit, et les contributions externes, en tout cas pour Decathlon, c'est possible. Les menaces, faut pas sous-estimer la montée en compétences. Donc si vous connaissez déjà Flutter, autant mieux. Moi, quand j'ai commencé, je connaissais pas du tout, donc j'ai appris sur le tas Flutter en faisant mon module. Et du coup, de la même manière, la création du module, elle peut être très longue. Enfin, c'est un peu un chemin semé d'embûches, si on peut dire.
surtout avec les interactions. Donc faut pas la sous-estimer. Si le métier vient vous voir avec une nouvelle feature qu'il a besoin assez rapidement, c'est peut-être pas la meilleure solution, parce que on peut mettre du temps à créer au moins le module, et ensuite seulement bien après avoir du gain sur le temps de dev. De la même manière, le partage et la criticité de la compétence, si avant vous avez une application, enfin des développeurs iOS et des développeurs Android, maintenant vous allez devoir avoir des développeurs Flutter, ou alors des gens qui partagent cette compétence Flutter. Donc c'est aussi un risque là-dessus, de devoir faire monter en compétence des gens sur Flutter et aussi garder des gens qui font aussi du natif. Donc 3 compétences dans votre équipe pour l'application, ça peut être aussi un frein. Voilà, j'espère que c'était clair pour moi. Merci beaucoup. Edouard, si tu veux reprendre. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, pour la présentation. Donc, comme je vous l'ai dit, n'hésitez surtout pas à poser des questions sur le lien qu'on vous a donné. Et donc, normalement, tu devrais voir les questions en direct si tu vas sur le YouTube. Elles sont devant toi. Donc, elles sont... Alors, ce que je vous incite à faire, c'est à poser des questions, mais aussi à mettre des petits pouces vers le haut. Ça permet de faire remonter les questions. Alors, on ne bouge pas. Tu veux que je te les dise ou... Non, c'est bon, c'est juste que j'étais en très basse qualité, du coup je pouvais pas lire. Dans le flotteur embarqué, dans une app native, pas de possibilité d'avoir le hot reload ou restart. Du coup, pas directement dans l'app natif. Donc, comme je l'ai dit, il faut lancer votre module Flutter en mode standalone avec les applications. D'ailleurs, je vois qu'il commence à faire nuit, on ne me voit plus. Mais ouais, il faut lancer l'application en mode standalone. Vous allez avoir du coup le hot reload disponible. Par contre, une fois que vous l'avez intégré dans votre application, si vous avez besoin des interactions, là vous allez avoir vous avez plus à disposition le hot reload. Comment faire avec le Flutter Engine? Comment recréer, recharger ce Flutter Engine quand on quitte notre Flutter Activity, Flutter Controller? Je sais que nous on l'utilise, on crée une seule fois au lancement de l'application, et ensuite on le recharge pas. Il n'y a pas forcément besoin. Ouais, je sais pas s'il y a un besoin spécial de recharger l'engine. Nous on laisse l'engine, et si jamais on sort du module et qu'on y rentre, on retourne sur la page, on force la page principale. En tout cas, on pop tout ce qu'il y a dans la navigation et on revient sur la page principale du parcours. Du coup, on n'a pas rencontré ce besoin. Du coup, je ne saurais pas dire s'il y a un intérêt à le faire. Ce sont les devs Android ou iOS qui sont plus séduits par Flutter dans votre équipe maintenant. C'est plutôt les devs Android. Je ne sais pas si c'est s'il y a une raison à ça ou non, ou si c'est uniquement un point de vue personnel, ou est-ce que sur iOS ils sont plus communautaires que sur Android, je ne sais pas. Je suis consultant et veux travailler avec Flutter. Quelles sont les opportunités de job en Flutter en France? Comment avoir un job ou mission en Flutter? Je pense qu'on peut en parler sur le Zoom juste après, sur ce genre de questions, je pense. Ouais, ça marche. Ce sera plus simple. Allez, je vais continuer. Aujourd'hui, vous comptez convertir des composants existants en Flutter, ou ce serait que pour les nouveaux composants? Aujourd'hui, c'est plutôt pour les nouveaux composants. Et en plus, c'est pas forcément des composants qu'on veut mettre en Flutter, c'est plus des parcours entiers où on n'a pas besoin de sortir du parcours. Comme j'ai dit, l'interaction avec le natif, c'est un peu compliqué, du coup,
Une fois qu'on rentre dans ce parcours-là, on veut continuer dans le parcours en Flutter jusqu'au bout, jusqu'à ce que la personne ait fini ce qu'elle avait à faire, et seulement ensuite revenir vers le natif. Donc ça, c'est ce qu'on s'est dit, surtout avec les difficultés qu'on a rencontrées pour les interactions. Voilà. Comment vous arrivez à gérer le workflow de release et l'application native et du module Flutter? Comme j'ai dit, le module Flutter, c'est comme une librairie. Du coup, dès qu'on est proche, dès qu'on est satisfait, du coup, on a une librairie de debug et une librairie de release qu'on met en place, du coup, pour le workflow de debug et de phase de test dans la build de debug sur Android, on charge que la librairie de debug, et du coup ça permet de gérer des versions qui sont différentes. Et pareil sur la release, c'est une version de release qui est intégrée. Donc c'est vraiment ça se fait sur les numéros de version finalement de la librairie. Quelle différence de taille Flutter versus natif iOS et Android? Ouais, ça c'est aussi un point faible. La librairie qu'on génère, elle pèse un certain poids et ça rajoute un bon poids à l'application native. Typiquement, quand on génère notre AR, elle fait 13 mégaoctets. Donc ça rajoute 13 mégaoctets à votre application native. Là où le parcours sans directement natif, il aurait peut-être rajouté 3 ou 4 mégaoctets, quoi. Peut-être un peu plus, mais voilà. Ça c'est un point faible. Si la taille de l'application elle compte, ça peut être un point faible, ouais, effectivement. Quelles sont les résistances qui subsistent face à Flutter après plus d'1 an de projet? Les résistances par rapport aux personnes, par rapport aux personnes, forcément il y a des gens qui veulent rester sur leur techno dont ils ont l'habitude, donc ils n'ont pas forcément envie de passer à Flutter. Donc ça c'est un point pas compliqué, mais qui est à gérer au sein de l'équipe, d'avoir des gens qui font que du natif et des gens qui font que du Flutter. Ensuite, résistance niveau techno, tout, à part 2-3, le bug que j'ai montré là qui subsiste, globalement on a réussi à faire tout ce qu'on voulait faire sur Flutter. Je sais pas. Quel design pattern privilégié pour un nouveau projet Flutter? Ça c'est la question classique. Les rapports des personnes par rapport à la techno. Ouais. Du coup, voilà, comme j'ai dit, des personnes qui préfèrent rester sur la techno. Mais c'est plutôt, plutôt un point de vue personnel, quoi. Chacun fait comme il veut, j'ai envie de dire. Ça a géré au sein de l'équipe. Le design pattern, ça il n'y a pas vraiment de réponse. Pareil, je pense qu'on peut en parler plutôt sur le Zoom, parce que c'est un sujet un peu vaste. Est-il possible et simple d'accéder à toute la partie hardware, micro, GPS, haut-parleur avec Flutter? La partie hardware, c'est la partie... Il y a une équipe Flutter qui met en place, qui a publié des plugins qui vont finalement utiliser la partie du code natif pour utiliser la partie hardware. En tout cas pour le hardware dont j'ai connaissance. Après on n'a pas testé, nous on n'utilise pas ni le micro, ni le GPS, ni le haut-parleur, du coup je ne saurais pas dire, mais il me semble que ces plugins-là ils sont disponibles. Et ensuite nous, on a par exemple l'impression. Nous, on a un espèce de module qui gère l'hardware. Et là, on a géré ça avec les méthodes channels, comme on a dit.
Moi, quand j'en ai besoin dans l'application Flutter, avec la méthode channel, j'appelle mon code natif et mon code natif peut appeler la partie hardware qui va bien. Et on peut aussi afficher des vues. Dans votre application Flutter, vous pouvez aussi afficher des vues Flutter, des vues natives, pardon. Ça, j'ai pas essayé, mais c'est possible de le faire. Je sais pas jusqu'où on peut aller en mode Inception, mais c'est possible. 1 an et quelques mois plus tard, le bilan est positif. Il n'y a pas trop de code support pour gérer les interactions natives Flutter. Le bilan, ouais, il est positif. Tu m'aurais demandé ça au bout de 5-6 mois de projet, j'aurais peut-être pas dit la même chose parce que je pense qu'on aurait été plus vite à le faire en natif. Parce qu'il a fallu apprendre la techno, mettre en place le module, gérer toutes les interactions qu'on a eues. Maintenant, 6 mois plus tard, qu'on continue de développer des features au sein de ce parcours, là, c'est carrément positif parce que toute notre coquille, finalement, notre module, il est déjà fait et on a juste à rajouter du code Flutter à l'intérieur. Donc là, toutes les difficultés sont passées et maintenant, ça va beaucoup plus vite à développer. Donc là, il est carrément positif. Ensuite, le support, de la même manière, là, c'est un parcours qui est vraiment séparé du reste de l'application. Du coup, qu'on gère comme une librairie, finalement. Donc c'est un support classique, comme si on gérait une librairie qu'on utilisait dans notre application native. Ça bouge. Dans le cadre de l'application Decathlon, est-ce qu'il y a des éléments aujourd'hui en natif qui ne pourraient pas être migrés sur Flutter? Compliqué, ouais. Si, c'est possible. Si, je pense qu'il y a des éléments. Après, ça dépend jusqu'où on veut aller. Typiquement, tous les parcours qui sont vraiment détachés du reste. Par exemple, là, je pense aux performances économiques, qui sont où on juste afficher des graphes, tout un parcours comme ça, mais on n'a pas besoin d'accéder à d'autres parties de l'application. Donc ça pourrait être tout à fait migré en Flutter. S'il faudrait faire une toute nouvelle application, partirez-vous sur Flutter sans hésiter? La maturité, la pérennité pose un problème pour le métier. Bah ouais, carrément. Faire une application Flutter, en tout cas là, on se rend compte que toutes les difficultés qu'il pouvait y avoir il y a un an et demi, elles sont plus présentes sur Flutter maintenant que c'est en release. Il n'y a pas de souci. Et même une application standalone, c'est encore mieux, quoi. Ouais, avec la communauté qui est autour, moi je me pose pas trop de questions sur Flutter, sur le futur de Flutter, pardon. Pas facile à dire. Quelle difficulté de gérer toute une partie métier en tant que librairie? Ça ne semble pas très scalable. Ça peut être un point faible pour la partie métier. Ouais, c'est sûr que ça peut être un peu compliqué si vous avez après, l'avantage qu'on a, c'est que c'est géré au sein de la même équipe. C'est pas quelqu'un qui fait une librairie qui fait cette partie-là dans son coin, la librairie dans son coin, et qui l'intègre plus tard dans l'application. On est toujours en coordination avec l'équipe native. Donc il n'y a pas de... Ça se fait en même temps, quoi. La librairie, elle se met à jour en même temps que l'application native. Il n'y a pas de difficulté là-dessus, en tout cas pas pour le moment. Quelles sont les tailles des AR et frameworks générés? Ça, j'ai répondu. Donc la AR, elle fait 13 mégaoctets. Je crois que le minimum, c'est 5, 6 ou 7 mégaoctets qu'on peut générer. Voilà. Comment fait... ça clignote un petit peu.
Est-ce que vous avez déjà intégré un SDK natif dans une app Flutter? Est-ce que le processus est similaire avec les method channels? Je ne l'ai pas fait, mais le processus est similaire, tout à fait. Comment le module Flutter peut accéder à des données de l'app native, possibilité de fichiers partagés, ou accéder à NS User Default, Share Preference? Les méthodes channels, ça permet d'accéder à... Enfin, j'ai expliqué juste avant dans la slide. Ça permet d'accéder aux données de l'app native sans casser les architectures, ni de l'application ni de l'application native, ni de l'application Flutter. Alors du coup, on peut les fichiers partagés. Je ne pense pas qu'on puisse y accéder directement depuis le code Flutter. Je pense qu'il faut appeler du code natif, accéder aux fichiers partagés et rappeler et répondre du coup dans le méthode channels avec les données dont on a besoin. Je continue. Après l'expérimentation, comment vois-tu la suite des devs mobiles chez Decathlon? Investir beaucoup plus sur Flutter et réduire les devs natifs. Réduire les devs natifs, je suis pas sûr. Par contre, je sais qu'il y a déjà des projets qui sont en cours ou qui seront full, une application full Flutter. On ne peut pas trop en parler niveau métier parce que c'est top secret, mais c'est en tout cas pas disponible pour le grand public. Mais il y a des applications full Flutter qui vont potentiellement sortir. Comment se fait l'intégration des libs natives, authentification, analytics? Les libs natives. Alors nous, du coup, pour le... les libs natives, elles sont intégrées dans l'application native. Analytics, je sais pas trop. Je sais pas trop comment ça marche. On n'en a pas mis pour le moment, mais je sais que c'est un chantier qu'on va mettre en place. Du coup, je n'ai pas trop regardé pour le moment. L'authentification, alors je sais que pour le coup, on utilise Google Sign-in par exemple pour l'impression, et encore une fois, c'est les méthodes channels qui vont tout faire. Donc toute la gestion de l'authentification et de la gestion du compte Google, elle est faite par l'application native. Et ensuite, les données dont on a besoin dans Flutter, on les demande au fur et à mesure avec les méthodes channels. Du coup, vous embauchez des devs Flutter, c'est quoi le lien de recrutement? Est-ce qu'on recrute des devs Flutter? Je ne sais pas. Peut-être, oui. Après, si tu veux Anonymous, en plus, si tu veux en discuter sur le Zoom, on peut en parler. Pas de souci d'intégration Android X et FlutterView, FlutterFragment. Nous, on est du coup, au moment où on l'a mis en place, il n'y avait pas encore Android X. On a fait la migration Android X. Il y a eu des soucis au début, mais il y avait eu les corrections par l'équipe Google. Donc non, il n'y a pas de souci. Comment faites-vous les tests automatiques? Les tests automatiques, on les fait du coup uniquement sur la version Flutter. Il y a les tests automatiques qui sont séparés pour les applications natives et les applications et le module Flutter. Donc on lance finalement le module Flutter en mode standalone, on fait les tests dessus. Et voilà, du coup les... pas de soucis sur les tests automatiques.